OK. Alors, bon, je pense que l'enregistrement marche déjà. On peut commencer. Alors, comme je disais la dernière fois, nous allons faire une petite récapitulation plus rapidement et voir comment avancer. Et notre objectif principal, c'est de voir en profondeur beaucoup plus la certification Azure. Donc, si vous voulez, par exemple, passer les examens Azure, donc nous allons voir tout ça en profondeur. OK. Euh, Attendez juste une minute. Si je prends ça. Je pense que si je prends ça, ça va. OK. Alors, désolé hein, pour quelques minutes, puisque j'avais déjà oublié que j'ai vraiment du mal. Alors, je disais ceci. Donc, ce que nous allons commencer, c'est voir comment préparer l'examen AZ 900. Et en grande partie, moi et vous, nous allons faire beaucoup plus les labs. Tout le monde a accès au lab. Là, ce n'est pas un problème. Mais tout au long de ces différentes discussions, on verra d'abord comment accéder au lab et aussi faire genre, on ne fait pas d'abord l'examen de certification. On commence par le basique. On s'est dit, oh, c'est quoi Azure? Comment se connecter à Azure? Comment accéder au portail Azure? Donc, ce sont les différentes parties que nous allons commencer. Rappelez-vous dans le trois vidéos que je vous avais envoyées la dernière fois. Dans ces différentes trois vidéos, j'avais défini peu les différentes définitions. Le cloud computing, c'est ceci, les avantages du cloud computing par rapport à l'infrastructure sur site. Je pense que j'ai eu en long et en large les différentes discussions sur tous ces modules. Mais maintenant, cette fois-ci, on n'aura pas à y revenir en profondeur parce que pour moi, c'est à supposer que je vous ai déjà donné toute cette possibilité-là et j'ai déjà eu à faire toutes ces explications. Alors, on s'est dit au départ, prenons notre petit exemple hein, qu'on prend souvent. On s'est dit en tant qu'administrateur, OK, administrateur, ça peut être administrateur des bases de données ou administrateur Windows, OK, plutôt administrateur système, pas administrateur Windows, ou tout comme vous êtes un programmeur, OK. Normalement, avec toutes ces parties, si vous voulez, que ce soit pour un administrateur de base de données, s'il doit déployer une base de données, normalement, il a besoin d'un serveur. OK, un serveur où il doit déployer une base de données. Un administrateur système, il a besoin d'un serveur. Un programmeur, il a aussi besoin d'un serveur. On va se rendre compte que la plupart des services ou tous nos services informatiques, on a besoin d'un serveur pour stocker nos données. On a besoin d'un serveur pour faire tourner les applications. On a besoin d'un serveur pour faire tourner des machines virtuelles.
Et à l'échelle, par exemple, pour un petit bureau à domicile ou un petit réseau de 10 à 15 utilisateurs, on peut payer un petit serveur, OK, même un workstation, un petit serveur, on l'installe à la maison et on installe toutes ces applications. Et ça sera en coût de dollars, c'est un moindre coût. Donc, il n'y a pas à se faire mal à la tête puisque ça sera payé d'argent. Mais par contre, pour une plus grande entreprise qui a, par exemple, 10 000, OK, 10 000 personnes, et ces 10 000 personnes, l'entreprise sera obligée, ou voire même 100 ou 200 personnes, l'entreprise, cette fois-là, sera obligée de se rassurer que l'entreprise a une infrastructure qui est adéquate pour prendre en charge tous les utilisateurs. OK? Donc, si l'entreprise doit, par exemple, prendre en charge ces 10 000 utilisateurs, l'entreprise doit se rassurer d'avoir plusieurs serveurs, OK? Si l'entreprise décide d'avoir des serveurs, parmi ces deux serveurs, on doit se rassurer que, bon, parmi les 10 000 utilisateurs, admettons qu'on vient de décider de... Euh, moi juste voir quel crayon prendre. OK. Bon, OK. Là, ça va maintenant. Alors, je disais dans mon exemple, admettons cette entreprise, OK? Votre propre entreprise où vous êtes IT, on s'est dit dans votre entreprise, vous avez 100 users ou 100 utilisateurs. Et de ces 100 utilisateurs, en tant qu'administrateur, normalement, ce qui est recommandé pour faire les déploiements, vous devez vous rassurer après le planning. OK? Le planning, on s'est dit, par exemple, on va payer 4 serveurs. On paye nos 4 serveurs. Mais après avoir payé ces 4 serveurs, vous devez vous rassurer qu'on a, par exemple, l'infrastructure qui doit prendre en charge les volativités. Puisque si aujourd'hui, on a que ces 100 utilisateurs, à la longue, l'entreprise doit accroître. On aura besoin d'autres utilisateurs. Et aussi, dans le même planning, on se rassure d'avoir des serveurs redondants. Au cas où un des serveurs tombe down, on a les autres serveurs. Au cas où on a un des serveurs, on doit avoir un autre serveur de backup. Donc, vous allez vous rassurer que tout ça, même le nombre d'utilisateurs, le coût à payer, ça va demander beaucoup plus d'argent. Pour des plus grandes entreprises, ça demande beaucoup plus ce qu'on appelle un coût d'investissement. Vous serez obligé, par exemple, vous n'avez même pas encore commencé la production ou gagné, vous investissez, admettons, dans le 100 000 dollars. OK? Jusque-là, sans production. Vous payez tous les serveurs, vous devez payer les IT qui doivent commencer à faire la maintenance, déployer et ainsi de suite. Et c'est un coût plus élevé. Mais l'avantage qui est là, c'est que le matériel vous appartient et vous gérez vous-même vos propres données. Et la sécurité est bien gérée parce que c'est vous qui gérez les données, c'est vous qui gérez votre data center. Mais l'inconvénient, c'est que, admettons par exemple, vous avez fait ces plannings pour un travail avec une durée de vie de 5 ans. C'est ça votre planning. Et avant ces 5 ans, vous êtes obligé, vous avez des pannes, vous devez faire ceci. Ça demande encore que l'administrateur puisse payer. Donc, d'où ça, l'avantage, c'est qu'on a on gère nos propres données, on gère nos propres politiques de sécurité, on gère nos propres utilisateurs. Donc, la sécurité est à croître à 100%. Mais le plus grand problème, c'est le coût d'investissement. Donc, d'où qu'est faire? On fait appel à un prestataire. Normalement, on se dit, au lieu que l'entreprise puisse avoir un coût d'investissement initial plus élevé, on peut aller louer chez un prestataire qui nous donne tous ses serveurs.
Cette fois-là, on loue ces 4 serveurs et ces serveurs ne nous appartiennent pas. On les loue juste pendant un durée, par exemple, des 5 ans, où on s'est dit, on peut commencer à faire une location annuelle, ou on peut commencer à payer à l'unité. Donc, on paye à l'utilisation. L'utilisation, cela veut dire qu'on utilise à la fin de mois, comme le loyer à la maison. À la fin de mois, on paye. Donc, l'avantage qui est là, ici, c'est que le coût d'investissement diminue. Puisque si on devait dépenser 100 000 dollars pour payer tous ces serveurs, mais par contre, ici, on peut utiliser ici les 100 000 dollars d'investissement. Mais par mois, ici, on peut décider qu'à chaque coût d'utilisation par mois, on dépense 100 dollars. Puisque 100 dollars, on paye juste pour l'utilisation du processeur, l'utilisation, par exemple, de la mémoire RAM ou du stockage et ainsi de suite. Donc, si au bout, par exemple, deuxième année, le serveur tombe down, ce n'est pas à nous d'aller changer le serveur, mais cette fois-là, c'est au provider ou au prestataire. Et dans ce cas ici, le provider peut être Azure, OK? Ça peut être Google, ça peut être AWS ou encore ça peut être Alibaba ou ça peut être Azure, AWS ou comme ça peut être Google. C'est à qui on parle louer le serveur. L'avantage, notre coût d'investissement diminue. Ça ne nous demande plus d'avoir beaucoup d'argent pour investir pour commencer. Donc, c'est ça l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est que l'inconvénient ici, ce n'est pas nous qui gérons nos données. Regardez, on loue le serveur. Et le serveur loué ici ne nous appartient pas. Le serveur peut être, par exemple, en Angleterre, le serveur peut être en Chine, le serveur peut être n'importe où. Mais vous, vous êtes, par exemple, en France ou vous êtes à Lubumbashi. Là, c'est un autre problème. D'où l'avantage qui est là pour faciliter toutes ces parties, c'est de nous rassurer que malgré le coût d'investissement, bon là c'est ce qu'on va voir beaucoup plus dans la gouvernance et les compliance, malgré qu'on vient de résoudre notre partie des coûts d'investissement, mais on a encore d'autres problèmes quand même de sécurité. D'où vous allez vous rendre compte qu'au lieu que nous, qu'on puisse décider d'apprendre tous les providers, on a décidé de prendre uniquement Azure. Puisqu'avec Azure, on a cette possibilité-là, OK? Cette possibilité-là pour finaliser, OK? Donc, bon, pas la possibilité. On a cette certification que l'on peut apprendre facilement. Au lieu, par exemple, que vous puissiez aller apprendre de votre côté AWS, que vous puissiez aller apprendre Google, tout ça. Mais l'avantage qu'il a, c'est que si vous apprenez ou vous maîtrisez l'objectif du cloud computing, pourquoi l'utilité du cloud computing, les fonctionnalités du cloud computing, vous allez vous rendre compte que tout vous sera facile, que ce soit chez AWS ou encore que ce soit chez Google, tout sera facile. Donc, d'où pour résumer, on s'est dit, normalement, on va faire appel à un prestataire pour stocker nos données. Et le prestataire, dans notre cas, c'est Azure. OK, le prestataire, dans notre cas, c'est Azure. Mais s'il vous plaît, s'il y a des questions, vous pouvez toutefois me couper, il n'y a pas de problème. Et notre entreprise est là. Au lieu qu'on puisse avoir ce qu'on appelle on-primes. On-primes, cela veut dire on a nos serveurs sur site. Mais nous allons décider de faire une location. On loue le matériel auprès d'un prestataire Azure et qu'on appelle un prestataire cloud ou un provider. OK? Un provider ou un prestataire cloud. Donc, c'est la même des choses que comme on fait une location. Et auprès de ces prestataires, c'est les prestataires qui fournissent ces services. Vous irez, on ira voir nos tous sur le site de Azure. Azure a plusieurs services. Il vous dit par exemple, j'ai le service de stockage, j'ai le service de calcul, OK? J'ai le service par exemple l'IA,
j'ai le service et ainsi de suite. Ça va dépendre maintenant de vous. Si vous voulez stocker les données, vous allez chez les prestataires, vous demandez que moi, je vais faire quoi? Stocker les données. Si vous voulez avoir, par exemple, installé Windows Server, avoir de calcul, de la puissance, vous allez vous demander que moi, j'ai besoin de la puissance ou du compute. Si vous voulez faire de l'IA et ainsi de suite. C'est de la même chose. Mais maintenant, alors, si par exemple, le prestataire, comme je vous ai dit, nous sommes à Lubumbashi, ou par exemple, nous sommes à Lubumbashi, OK? Et nous tous, on sait que Azure n'est pas ici. Donc, nous sommes à Lubumbashi et on sait que Azure n'est pas ici. Et vu que Azure n'est pas ici, donc nous allons parler de Microsoft parce que Azure, c'est juste le nom du cloud. Et Azure n'est pas ici. Donc, je dessine carrément une carte. Vous, vous êtes à Lubumbashi. Et en étant à Lubumbashi, c'est Azure qui déploie ses serveurs. Azure a des serveurs, par exemple, aux États-Unis. Il a des serveurs en France. OK? Ce qu'on appelle des centres de données. Il a aussi des serveurs en Australie, en Afrique du Sud, partout au monde. Là, j'ai expliqué, je vais expliquer c'est quoi une région, c'est quoi une zone et ainsi de suite. Au lieu que notre entreprise, on va dire notre entreprise Sora, au lieu que notre entreprise Sora puisse avoir son centre de données ou un data center, cette fois-là, on ira chez Azure, nous allons louer l'un des data centers dans l'une des régions, dans l'une des localités. Si vous décidez, par exemple, de le louer en France, vous louez en France. Si vous décidez aux États-Unis et ainsi de suite. Sans oublier que chaque pays a ses compliances ou ses conformités. Et chaque pays a aussi pour éviter les latences. Ça, nous allons voir après. Mais si le data center est en France et que vous, vous êtes à Lubumbashi, OK, à Lubumbashi, vous avez votre bureau. Mais comment est-ce qu'on fait pour se connecter à ces data centers? C'est là où vous allez voir que dans l'une des vidéos, j'ai parlé qu'on a trois composants. Dans les trois composants, pour que vous puissiez avoir accès à un cloud. Parmi les trois composants, le premier composant, c'est qu'on a l'utilisateur. Ou l'utilisateur, moi, j'appelle beaucoup plus les devices. OK? Device en français, c'est une machine, un périphérique. Et deuxièmement, nous avons une connexion Internet. Et troisièmement, ici, nous avons notre provider. OK? Donc, nous avons notre provider. Avec les trois composants déjà, on peut se connecter à notre cloud. Les devices, c'est n'importe quel périphérique que vous pouvez avoir chez vous. Vous pouvez avoir une tablette, vous pouvez avoir un PC, ou tout comme, vous pouvez avoir un serveur ou un terminal. Ça, c'est les devices. N'importe quel device ici ou un téléphone va vous donner la possibilité de vous connecter à votre cloud, à votre provider ou à votre infrastructure qui est dans le cloud. Et la connexion, il vous faudra une connexion Internet pour vous connecter. Sauf dans le cas où vous êtes, par exemple, en France, vous avez une connexion dédiée vers un data center d'Azure. Et la deuxième des choses, le provider. Vous devez faire le choix d'un provider. Cela ne veut pas dire que si, par exemple, vous avez votre entreprise Sora à Lubumbashi, directement, vous allez vous connecter chez n'importe quel provider. Non, vous faites le choix d'un provider. Vous pouvez faire le choix de AWS, de Google ou, par exemple, vous aurez tous les providers. Vous créez le compte chez tous ces providers. Donc là, ça ne dépendra que de vous. Mais au moins, il nous faudra ces trois composants. Et d'où vous allez vous rendre compte que dans la vidéo où nous avons parlé les 5 caractéristiques du cloud computing, là, nous allons maintenant entrer en profondeur.
Donc, on s'est dit, si on a notre périphérique et que notre périphérique, on doit se connecter chez l'entreprise Azure. Et sur le périphérique, comment est-ce qu'elle en fait? Alors, sur le périphérique, comment est-ce qu'elle en fait? Sur le périphérique, comment est-ce qu'elle en fait? Donc, j'ai mon périphérique, je dois utiliser un navigateur. C'est avec le navigateur que j'aurai la possibilité de me connecter sur le dashboard de mon provider. Donc, j'ouvre mon navigateur, par exemple, hein. OK? Moi, ma machine est là, PC. J'ouvre un navigateur. Là, j'ai fait tellement terre à terre. Et dans le navigateur, c'est là où vous allez entrer l'adresse de votre provider. Normalement, pour AWS, pour Google, c'est console.google.com. Pour Azure, c'est portalazure.com. Pour AWS, c'est AWS Portail, quelque chose comme ça. OK? Donc là, vous aurez accès. Et si vous entrez dans les navigateurs, par exemple, ici pour Azure, donc on ira dans les navigateurs, nous allons écrire portal.azure.com. Et automatiquement, on a accès à toute l'infrastructure Azure. Je peux décider de créer une machine en France, sur un data center France. Je peux décider de créer une machine, par exemple, aux USA. Je peux toutefois décider de créer une machine en Chine parce que les data centers sont gérés par Azure. Donc, quand on dit Azure, sont gérés par Microsoft. OK? Donc, comme ces data centers sont gérés par Microsoft, moi, juste à l'aide de ma machine, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans le 5 caractéristiques du cloud, parmi les vidéos, je vous avais parlé, on demande self-service. L'utilisateur se connecte au portail et automatiquement, l'utilisateur commence à créer les ressources. Il ne demande pas l'autorisation chez Azure. Non. D'où c'est parmi les 5 caractéristiques du cloud. Et l'utilisateur, parmi les deuxièmes caractéristiques, c'est qu'il peut créer n'importe quelle ressource, de n'importe quelle quantité. OK? Sans exception, sans problème. D'où, dans le laps que je vous ai donné, normalement, lorsqu'on se connecte chez Azure, on nous demandera de faire quoi? D'avoir le crédit ou pas le crédit, mais cette fois-là, Azure va vous demander de payer parce que l'on paye à l'utilisation. Ce n'est plus comme où on avait le coût d'investissement, mais par contre, ici, nous avons le coût d'opération. Cela veut dire, je donne un exemple banal, hein. Au fait, vous êtes à la maison, vous voulez manger l'haricot. OK? Vous partez, vous payez l'haricot, vous mangez. Là, c'est le coût d'exploitation. C'est quand j'ai besoin de quelque chose, je mange, je l'utilise. Mais par exemple, le coût d'investissement, c'est que, bon, par exemple, vous rentrez en ville, vous payez votre ration, toute une ration. Vous dépensez même 700 dollars, toute une ration, mais rien ne prouve que vous allez finir ça dans un mois ou dans 2 mois. Mais vous payez d'abord, vous avez déjà fait. Mais si, par exemple, vous payez tout, vous ramenez dans votre maison et qu'il y a inondation, vous perdez toutes ces rations-là. Mais si, par contre, vous vous rendez compte que non, mais vous avez payé toute une ration de 2 mois, la viande, tout ça, mais qu'un médecin vous dit que non, mais à partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter de manger la viande. Ben, bizarrement, automatiquement, le tout, c'est fini. Désolé, est-ce que vous êtes là? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, désolé, hein, j'avais déjà même oublié d'activer la vidéo. Comprenez-moi quand même. OK. Oui, donc d'où je disais, c'est dans ces cas-là. Mais ici, chez nous, comment est-ce qu'on fera maintenant pour accéder à notre euh, cloud ou à notre environnement Azure? Donc là, j'ai fait maintenant Stop Sharing.
OK. Alors, qu'est-ce que vous ferez lorsque vous allez maintenant comme tab, window. OK, c'est celui-ci. D'accord. Alors, comme je disais, donc ici, cela veut dire on doit maintenant avoir accès à Azure. Vous allez vous rendre compte que dans le lab, si je me dis Azure, vous verrez que dès que j'arrive sur la page, on me donne une possibilité. Première page, c'est portail portalazure.com. Donc, je l'ouvre dans un autre tab et j'ouvre ça aussi. OK. Donc, ici, si vous suivez très bien l'image qui est là, bon, là, on me demande déjà de me loguer et on m'explique. Là, je suis sur la page d'Azure. Pricing, Azure Pricing. Si je clique sur Azure Pricing, n'oubliez pas que nous avons dit que normalement, on paye, c'est à l'exploitation. S'il vous plaît, si vous avez des questions, coupez-moi, il n'y a pas de problème. Et le service Azure, tout ce que Azure vous donne comme service, vous pouvez le voir ici, ProDrive. Voyons voir si je peux ramener la page en français. OK, donc on ramène juste la page en français, français, France. D'accord. Si on regarde le produit, c'est ça le produit que nous allons trouver chez Azure. On a quoi comme produit? Afficher tous les produits. On vous dit, vous pouvez utiliser des Azure SQL. Vous pouvez créer des applications IA. Donc, tout ça, vous pouvez avoir des bases de données. Vous pouvez migrer vers. Vous pouvez créer. Vous voyez, par exemple, ici, si on entre dans le service Machine Learning, vous avez Microsoft Foundry pour tout ce qui est Azure. Vous avez Azure AI. Et si je me dis, par exemple, je vais faire le container, on m'affiche tout ce qui est partie container. Je peux faire du Kubernetes. Je peux créer des containers, OK? AXC instance, je peux créer des fonctions Azure. Si je me dis mise en réseau, on m'affiche tout ce que je peux faire, le service en réseau. Donc, vous avez, par exemple, les virtual desktop. Vous avez tout partout. Ici, si vous cherchez multimédia, si vous cherchez Internet des objets, donc vous avez toutes ces ressources. Là, ça dépend de vous. Si, par exemple, je suis un administrateur, je me dis, bon, base de données. Et sur le base de données, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, par exemple, Red Hat OpenShift. OK, si je vais utiliser un conteneur, si je vais faire le stockage, vous regardez la tarification. Parce que vous payez à l'unité, mais vous avez aussi cette possibilité. On vous dit, par exemple, ici, taille du pool de stockage. Par défaut, inférieur à 5 Tera. Et ici, on vous dit, entre 0, c'est presque gratuit. Mais par contre, vous allez payer pour le niveau standard. Et on vous explique même ici le calcul. Là, la plupart des calculs, c'est lorsque nous allons utiliser Azure Calculator qu'on aura à voir. Mais ici, c'est juste pour estimer le coût. Donc ici, normalement, dès que vous arrivez, vous pouvez faire connexion automatiquement. Et il va vous ramener sur portalazure.com. Et lorsqu'il vous ramène sur portalazure.com, vous pouvez commencer à créer. Il y a plusieurs modèles de paiement qu'on doit tenir en compte. Azure, normalement, il nous dit que c'est pay as we go. On paye, c'est à l'utilisation. Mais normalement, ça, c'est le concept global. Mais vous avez aussi la possibilité que Azure vous donne dans le cas où, vous voyez par exemple, je vous donne un exemple, hein, si Azure vous dit, vous utilisez une machine virtuelle par heure ou par seconde, vous payez environ 0,4 $.
C'est ce que vous payez chaque fois. Mais à un moment, si vous arrêtez la machine, après 3 heures, vous ne payez que pour les 3 heures. Mais on a l'autre modèle de paiement, c'est dans le cas où Azure, si c'est dit par exemple tout au long d'un mois, par seconde, vous payez 4,4 $. Dans un mois, ça fait par exemple 80 $ par mois pour la machine virtuelle prise selon les caractéristiques. Mais si vous dites Azure, au lieu que je puisse commencer à payer 80 par mois, dans 10 mois, ça me fait 800, plus 12 mois, 800, 160, ça me fait 960, je ne me trompe pas. Vous demandez à Azure, au lieu que je puisse payer 960, et si je te disais que je vais prendre cette machine pendant 1 an, Azure vous fera un discount. C'est comme ça que pour les grandes entreprises, ils ne payent pas le même coût que nous. On peut vous faire un discount. Au lieu de faire dans de 800, ça dépend des régions, ça dépend des caractéristiques aussi. On vous dit que vous allez payer 400 ou 500. Et là, vous payez du coup directement et puis vous commencez à utiliser. C'est comme ça que dans le SLA, lorsque vous faites par exemple des contrats avec Azure, vous avez cette possibilité. Là, c'est un cas à part. Mais ici, Azure vous donne la possibilité. Normalement, dès que j'entre sur Azure, je crée une machine virtuelle maintenant. Là, on commence déjà à me facturer. Directement, on commence à me facturer. Mais maintenant, pour éviter tout ça, Azure vous donne la possibilité que dans le cas où on peut vous dire, essayez aussi Azure, parce qu'il n'y a pas qu'Azure, hein. On a d'autres providers, comme je l'ai expliqué. Vous pouvez essayer. Et Azure vous donne ce qu'on appelle un crédit de 200 $. Si vous créez une machine virtuelle, par exemple, qui a mémoire RAM impossible là, vous pouvez finir ces 200 $ là dans une journée. Et on vous dit, payez au fur et à mesure. Vous voyez, l'utilisation, le modèle des paiements, c'est on paye au fur et à mesure. Mais vous pouvez faire essayer Azure. Et essayer Azure, ce que je disais, il vous donne un crédit de 200 $. Et vous pouvez utiliser pendant 12 mois pour le nouveau client uniquement. Ou vous pouvez faire payer uniquement ce que vous utilisez. Donc, vous utilisez une machine virtuelle, vous ne payez que pour la machine virtuelle. Mais ici, dans le 200 crédits, normalement, je vais faire essayer gratuitement. Mais le plus grand problème, c'est qu'ici, chez nous, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez ce que je viens de partager, essayer gratuitement? D'accord. Alors, si je clique essayer gratuitement, normalement, Azure vous demande de créer un compte. Et lors de la création du compte, Azure va aussi vous demander que vous puissiez mettre les informations. Mais ici, chez nous, nous sommes bloqués parce que la RDC, à un moment là, la RDC ne passait pas. Donc, d'où on n'a pas droit à ces crédits. Mais si vous êtes dans un pays où ça va passer, vous allez mettre votre carte bancaire et puis vous avez 200 crédits. Mais sans vouloir vous mentir, moi, les 200 crédits, je peux les finir dans un mois. Et si vous travaillez vraiment sur Azure. Mais si vous voulez les tester, OK. Et pendant les 12 mois ici, on vous limite aux services que vous pouvez utiliser. Alors, s'il vous plaît, jusque-là, est-ce qu'il y a-t-il des questions? Est-ce que vous avez des questions, préoccupations? D'accord. Donc, d'où, comme je disais, par défaut, au lieu d'aller partout ici, de commencer à chaque fois à aller sur le site d'Azure, si je vais accéder au portail d'Azure, je mets portal en anglais. En français, c'est portail, mais en anglais, c'est portalazure.com. Donc, je ne sais pas les zoomer. Normalement, c'est comme ça. portalazure.com. OK? Donc, c'est l'adresse que moi, je tape là-bas au-dessus. Et si je me dis portalazure.com, c'est là où vous allez vous rendre compte que je vous avais demandé de créer des comptes Azure. Mais on n'en aura plus besoin. Des comptes Azure, plutôt des comptes Outlook. Le compte Outlook, c'était dans le cas où si j'allais vous demander vous-même que vous puissiez payer vos propres crédits. Mais en payant vos propres crédits, vous êtes
obligé, imaginez, je vous donne un exemple. Vous êtes en train de faire la pratique. Vous êtes tous débutants ou avancés, je ne sais pas. Vous créez une machine virtuelle et en créant cette machine virtuelle, vous oubliez de l'éteindre. Et nous, on a étudié avec vous le premier. Et notre prochaine séance, ce n'est que le 15. Vous oubliez d'éteindre la machine virtuelle. Azure est en train de vous calculer. Et vous arrivez le 15 comme ça, ben Azure vous dit, mais vous avez utilisé ma machine virtuelle pendant 15 $ et que par jour, vous devez payer 3 $. Donc, vous allez payer 3 fois 15. Ça vous fait 45 $. C'est une perte d'argent. D'où on a payé le compte qui vient déjà avec le crédit Azure. Même si vous laissez une machine virtuelle en train de fonctionner, au bout de 2 heures, et même supprime la machine virtuelle. Et vous ne serez pas facturé sur ça. C'est nous qui sommes facturés parce qu'on a créé des machines virtuelles pour vous. Mais comme c'est environnement lab, on paye aussi pour un crédit en gros. Donc ici, je n'utilise pas les environnements lab tout d'abord. On parle de la vie réelle. Donc, j'arrive sur Azure. Si j'ai un compte entreprise, normalement, je vais utiliser un compte entreprise. Moi, j'ai un compte entreprise, mais c'est pas important que je l'utilise ici. Et puis, je mets mon compte entreprise là. Je me connecte, le même compte Azure. Normalement, ici, on me demande le mot de passe, les users, mais comme j'ai l'application Authenticator ici, je me suis déjà logué automatiquement. Et j'ai accès au portail Azure. C'est ce que même vous voyez dans le lab. C'est ça le portail Azure. Si vous regardez bien, à ma droite ici, regardez très bien. Aïe, j'ai supprimé, le message est parti. Notification, notification. Vous voyez la notification qui est là, non? On me dit que je reste avec 1800 crédits. 1800 crédits, on me dit ça en Zara ou en Rennes, sud-africaine, parce que moi, j'avais créé mon compte lorsque j'étais, bon, là-bas, comme le Congo était déjà bloqué, je n'avais pas la possibilité de créer. D'où moi, on me l'affiche ici. Mais si j'étais en RDC, on m'allait afficher ça en francs ou, mais communément en dollars. OK. Donc, ici, c'est ça le portail Azure. Ce n'est que ça. Donc, avec ça, j'ai la possibilité de ces portails ou dashboards de créer n'importe quelle machine virtuelle. Admettons, je vais créer une machine virtuelle Windows Server. Donc, j'arrive sur le portail Azure. Moi, je l'ai déjà normalement épinglé sur mes services d'utilisation. Je me dis, OK, on cherche Virtual Machine et Virtual Machine. Si c'est petit et que vous n'arrivez pas à voir, s'il vous plaît, faites-moi signe que je puisse zoomer. Zoomez un peu, s'il vous plaît, zoomez un peu. OK. Donc, là, ça va. Donc, ici, on me dit créer une machine virtuelle. J'arrive juste là-bas. Create Virtual Machine. On laisse les autres processus là, ce n'est pas important. Bon, c'est très important. Ce n'est pas utile pour nous maintenant là. Et je commence à créer la machine virtuelle, mais je ne sais pas si cette subscription va exister. OK. La première des choses qu'on me demande, c'est ressources groupe. Je dois créer une ressource groupe. C'est quoi une ressource groupe? Dans Azure, il y a ce qu'on appelle ressources et ressources groupe. Qu'est-ce qu'on appelle ressources? Communément, pour la définition tellement débutante, ressources, c'est tout ce que vous pouvez créer dans Azure. Si vous créez une machine virtuelle, virtual machine, c'est une ressource. Si vous créez le stockage, c'est une ressource. Vous créez un disque dur, vous créez un firewall, tout ce que vous allez créer dans Azure, on appelle ça ressource. Mais admettons, par exemple, pour une plus grande entreprise, même moi, pas même pour une plus grande entreprise, même moi, je peux créer, par exemple, dans une journée, je me rends compte que si j'ai plusieurs labs, je peux créer 30 à 40 ressources.
Parce que si j'ai créé une machine virtuelle, j'ai les réseaux, j'ai la partie en Nike, j'ai les firewalls, je peux faire ceci. Donc, une même machine virtuelle peut avoir environ 10 à 15 ou 30 ressources. Mais admettons pour une plus grande entreprise où vous créez une centaine de ressources. Ces centaines de ressources sont tellement en désordre. On ne saura pas le voir, on ne saura pas comment retrouver ces ressources. D'où il y a ce qu'on appelle ressources groupe. Ici, ressources groupe. Le ressource groupe englobe juste nos ressources. Donc, si par exemple, je suis dans le département IT, OK? Je suis dans le département IT. IT, non, je suis un administrateur. Je me dis, on a un compte pour finance. On a un autre compte pour informatique. On a aussi un autre compte, un département plutôt. Tout ça sont des départements. On a aussi un autre département, je ne sais pas, test, je ne sais pas. Alors, département finance, ils ont besoin d'une base de données. Ils ont besoin de SharePoint. Ils ont besoin de Microsoft 365. Tout ce que je vais créer, je peux créer carrément communément une ressource groupe. La ressource groupe est là pour regrouper toutes les ressources. C'est comme un groupe qui regroupe toutes les ressources. Si par exemple, je crée à la longue, je crée une machine virtuelle qui appartient au département des finances, je vais placer cette machine virtuelle dans un groupe, okay, une ressource groupe qu'on appelle département des finances. Si prochainement, je crée une machine qui appartient au département informatique, je les mets dans une ressource groupe du département informatique. D'où on peut dire que les ressources groupes nous servent à regrouper des ressources dans un groupe. OK, c'est comme un conteneur des ressources. D'où, à chaque fois que vous voulez créer dans Azure, vous ne pouvez pas créer une ressource sans, ou vous ne pouvez pas créer une ressource sans créer les ressources groupes. Moi, j'ai tout supprimé, j'ai tout nettoyé. Donc, ici, on me demande ressources groupes. Donc, ressources groupes que je vais créer, je les nomme AZ 900. J'ai dit AZ 900. Lab. OK. Et vous ne pouvez pas avoir deux ressources groupes qui ont le même nom. Ça ne passe pas. OK? Donc, si par exemple, je peux créer par exemple IT, DP, create, IT, DP. OK? L'autre que j'avais créé, c'était AZ. Et ici, au moment où je voudrais créer les machines virtuelles, je vous affiche juste que vous puissiez voir, ne tenez pas compte de ça. J'entre dans ressources groupes. Je me dis, au lieu d'aller créer là-bas, je crée une ressource groupe DP Finance. Et on me demande dans quelle région où je vais mettre ça. Bon, pour l'instant, la région n'est pas importante pour vous. OK, je viens de créer. Create. OK, refresh. Et go to ressources. Donc, je peux créer une ressource groupe de cette façon. Mais bizarrement, je viens de me rendre compte que pourquoi est-ce que je n'ai pas la possibilité de créer une ressource groupe puisque je n'ai pas d'abonnement sur ça. Mais je vais rentrer sur le lab. Mais, ah ok, je viens d'être créé. Le ressource groupe est là. Je viens de créer DP Finance. Ok, on rentre encore, on s'est dit, on a combien de ressources groupes? On a DP Finance. Je peux créer, donc j'ai la possibilité de créer des ressources groupes avant
Ou tout comme je peux créer une ressource groupe au moment où je suis en train de créer la ressource. Simple. Admettons par exemple, je peux décider, je crée une ressource groupe, j'appelle département informatique, avant la création des ressources. Ou tout comme, au moment où je suis en train de créer la machine virtuelle qui appartient au département informatique, je crée automatiquement la ressource. Mais nous allons vers les best practices dans AZ 104. Mais ici, je rentre maintenant. C'était juste une parenthèse pour que vous puissiez voir. Je me dis, OK, je crée ma machine virtuelle. Et en créant ma machine virtuelle, vous allez voir ce qui va s'afficher maintenant ici. Regardez, on me dit ressources groupe. Si j'ai déjà créé la ressource groupe, je ne peux que faire ça. Il affiche automatiquement département finance. Mais si je me rends compte que non, mais ça, je dois mettre ça dans le département informatique. OK, je crée DP info. Automatiquement, j'ai créé et puis je les sélectionne. Il est new. Donc, et on me demande les noms de la machine virtuelle. Ben, vous donnez le nom de la machine virtuelle. Je me dis Ubuntu. Non, non. Ubuntu, je vais les créer dans quelle région? Dans des simples mots. Azure, attendez, Global Infrastructure. Ici, on vous demande région. Vous voulez les créer dans quelle région? Considérez une région comme un pays. OK? Je vous affiche ça ici. Patientez que ça puisse tourner. C'est ça. Vous voyez comme telle que la carte qui est là. Changeons View Mode Map. Vu que je n'ai pas la possibilité de les zoomer, je vous enverrai le lien. Regardez partout là-haut, OK, il y a des couleurs. C'est là où il y a des régions. Si je clique, un exemple, on fait View Table. Ici, Azure m'affiche toutes les régions disponibles et même leur date de création. Telle région a été ouverte en 2018. Ah non, ici, je peux zoomer. Hein. Regardez, Azure me dit la région en Australie. Elle a été ouverte en 2018. La région en Australie East, 2000 et ainsi de suite. 2025, il y a une région, Vienne, 2025 aussi, 2014. Donc, vous pouvez voir toutes les anciennes régions. Par exemple, en Georgia, il y aura une nouvelle région, coming soon. Et qu'est-ce qu'une région? Avant de continuer, on prend Global. C'est ça la carte d'Afrique. Et plutôt la carte du monde, désolé. Prenons, parce que je sais qu'en Afrique, on a le plus proche ici, on a l'Afrique du Sud. Je clique, il est là, on m'affiche ici. Parce qu'Azure a lancé ça en 2019. La région de l'Afrique du Sud. Si je clique, par exemple, ici, c'est, je pense que ça, c'est invalable. On clique ici. Et faisons un tour. Là, on entre dans le data center. Et rappelez-vous, dans l'une des vidéos, je vous avais expliqué que les data centers ou le centre de données, ce sont des localisations ou localités. Par exemple, pour votre infrastructure on Primes sur site, normalement, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était plus facile pour vous, par exemple. Alors, pour vous, par exemple, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Désolé.
vous êtes à Lubumbashi, vous créez toute une salle serveur, tout un centre de données, plus là et ainsi de suite. On s'est dit, la région, c'est Lubumbashi. Donc, on va appeler ça un data center ou une région Lubumbashi ou DRC. Et ici, on nous montre maintenant le centre des données ou les data centers qui est constitué de quoi? On vous spécifie énergie, le panneau solaire, OK? Ici, on nous dit l'énergie éolienne. Et ici, c'est quoi encore? Oh, c'est pas sécurité, tout ça. Mais si j'entre carrément, ce qui est plus facile, mais allez juste sur YouTube, écrivez vidéo data center Azure. On va vous afficher tout ça. Donc ici, on m'explique juste, c'est l'entrée. Si vous avez le temps, vous pouvez aller faire des recherches. OK? Donc là, on m'explique maintenant, si j'arrive dans les data centers de Microsoft, à la réception, il y a les ascenseurs, il y a ceci, il y a ceci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Et ici, c'est une vidéo YouTube qui nous explique juste ça, le centre des données. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ah. OK? Donc, vous voyez toute l'infrastructure de Microsoft. C'est tout ça un data center. Et ce data center est installé dans une région quelconque. Et dans cette région quelconque, là où le data center est installé, dans cette région-là, on appelle, si c'est installé aux États-Unis, OK, au nord plutôt, on appelle ça US East. C'est comme ça que vous verrez même. Attendez que je puisse quitter. Ah non, c'est ici. Mais ici, voilà, vous aurez quand même le temps d'aller checker vous-même si Operation Room, Mechanical Area, tout ça et ainsi de suite. Mais moi, je rentre au niveau du globe. Alors, et à ce niveau du globe, donc, si un data center, par exemple, est en France, OK, c'est là où, regardez, par exemple, ici, j'ai fait View Map. Ici, le data center qui est ici. Ici, c'est où? Chili, Brésil, Mexico et ainsi de suite. OK. Un data center, par exemple, qui est en Espagne. C'est là où Microsoft a implémenté le data center. Vous verrez que les noms de ces data centers ou des. Donc, là où le data center est, c'est là où on appelle la région. Et cette région va prendre normalement le nom du pays ou la bordure du nom du pays. OK? Comme c'est en Espagne, on appelle cette région Espagne. Et comme en Espagne, il y a plusieurs data centers. Si c'est au centre, bon, central, il appelle ça Espagne, la région d'Espagne centrale. Si c'est au nord, on appelle ça la région, je ne sais pas, Espagne nord. Si c'est au sud, d'où vous allez vous rendre compte que lorsqu'on voulait créer une machine virtuelle ici, on m'a affiché plusieurs régions. On me dit, par exemple, ici, c'est la région aux États-Unis, US, mais États-Unis Est. Ici, c'est Ouest. États-Unis, c'est quoi encore en français? Ben, désolé, j'ai oublié en français. Ici, en Australie, du côté Asie-Pacifique. Ici, c'est en Europe. Il y a Europe Nord. Et un autre, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez, par exemple, regarder en Asie ici. On a plusieurs. Vous pouvez avoir en Europe. On a plusieurs régions, mais les régions portent le nom globalement du pays et aussi on spécifie si c'est au nord, si c'est au sud. Mais il y a aussi des cas d'exception. Là, c'est le nom de la région. OK? Donc, vu ici le pays, dans les simples exemples, là, on va entrer en profondeur. Regardez par exemple, mes clients sont ici
La carte est là. La carte est là. Moi, je suis ici, en Afrique du Sud, et que mes clients sont, plutôt, je suis à Lubumbashi. Mes clients sont aussi à Lubumbashi. Si je vais créer une machine virtuelle ou déployer un site web, je vais prendre quelle région? Je prends la région la plus proche, l'Afrique du Sud. Au lieu que je suis ici, je pars prendre une région en Europe. Et aussi, les choix d'une autre région dépendent de ce qu'on appelle des politiques, des politiques de chaque pays, ok, qu'on appelle beaucoup plus des compliance, des conformités, tout ça. Par exemple, en Europe, on vous dira que le, le dossier de tout le malade, si c'est stocké dans le cloud, vous ne pouvez le créer que dans une région qui existe en Europe ou dans un espace Schengen qui a le même compliance, ok, le même régulation. C'est la même des choses. Donc, si aux États-Unis, on vous dit que les données gouvernementales ne peuvent rester qu'aux États-Unis, dans une région qui respecte telle régularité, telle et ainsi de suite, GDP et ainsi de suite, ok, c'est la même des choses. Donc, vous risquez de faire attention. Si vous êtes, par exemple, ici en Afrique, vous allez créer les données, vous les mettez au Canada et que c'est leur régulation ou leur compliance ne correspondent pas avec les données des États-Unis. Vous aurez de graves problèmes. Donc, c'est parmi aussi le cas des choix de région. OK? Et aussi le coût et le fonctionnalité. Par exemple, regardez ici, si je me dis View Table, qui nous facilite la tâche. On nous dit Industry Compliance. OK? Le régulation. Par exemple, regardez en Australie. Ils ont l'ARP et puis Trust et Share It Assessment et le PCI-DS. Mais si vous regardez, on descend. OK, ici c'est où? En Chine. Regardez Chine, leur compliance. ISO, SOC, ISO 27, ISO et ainsi de suite. Or, si vos données doivent respecter ces régulations, normalement, vous devez aller dans une région qui a aussi ces régulations. Vous ne pouvez pas aller dans une région qui n'a pas ça. Et la deuxième des choses aussi, les zones de disponibilité. Là, nous allons le voir un peu plus tard, vu le temps qui nous reste, parce qu'on doit aller aux pratiques. Vous avez aussi le produit. OK? Donc, si vous voulez, par exemple, il y a des produits, vous voyez par exemple, si product in this region, si je regarde dans cette région, vous allez vous rendre compte que l'exemple plus simple, par exemple, en Afrique du Sud, vous ne pouvez pas avoir déployé une machine virtuelle puissante pour faire des LIA de plus grande envergure. Ça ne se trouve pas, ces fonctionnalités-là ne se trouvent pas dans cette région. D'où, au moment où vous allez voir la région ici, cette région ne sera pas disponible. Et il y a aussi les autres fonctionnalités, telles que les zones de disponibilité. Regardez ici, on m'affiche Availability Set et ainsi de suite. Et ici, on m'affiche 3, hein? OK, zone de disponibilité. Mais regardez si je change ici. Je prends UK. OK, il est en train de chercher, de regarder. Vous voyez, il est en loading. Et UK Est, Availability Zone, il n'y a plus. Est-ce que vous le voyez encore? Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de zone de, en fait, des zones de disponibilité si je déploie ma machine virtuelle là-bas. Donc, si je prends, par exemple, Europe, lui, il a ça. Il a des zones de disponibilité. OK, les zones de disponibilité sont là. Donc, c'est comme ça que vous faites aussi le choix. Donc, moi, j'ai créé une machine virtuelle. Je préfère beaucoup plus utiliser US East. Et ici, je me dis, Availability Zone. Je prends
No infrastructure redundancy. Je n'ai pas besoin de ça puisque c'est juste la pratique. Mais dans un monde de production, vous devez faire un choix. Et trust standard, parce que je n'ai pas envie de me faire trop mal à la tête, ni de penser, OK? Et on me dit l'image. Et l'image ici, c'est là où il y a le marketplace. Vous avez plusieurs systèmes d'exploitation. Si vous voulez installer votre propre système d'exploitation propriétaire, vous allez l'installer ou déployer l'image. Mais par défaut, dans le marketplace, on a toutes ces distributions ou ces images ou ces systèmes d'exploitation. Vous pouvez faire See All Image, vous allez le voir. Donc, nous, on prend Ubuntu, l'architecture, on laisse 64 et le size, ce qui nous intéresse. Regardez par exemple, si je laisse, je prends par exemple, OK, regardez en fonction des prix. On change. OK, espérons que je vienne d'ajouter. S'il vous plaît, vous pouvez aussi écrire dans le groupe hein, pour nous rendre ces petites tâches-là. Si quelqu'un demande la réunion et que j'ai du mal à l'ajouter, qu'il vous fasse juste signe. OK. Alors, je disais ceci. Regardez par exemple, j'ai une machine virtuelle qui a le processeur virtuel de 8 et ainsi de suite. OK, si je prenais par exemple, je rentre reset. Regardez à votre droite, ici, plus je prends des machines virtuelles qui ont des capacités plus élevées, plus le prix augmente aussi par mois. On prend ça, Zara, en $. Ça me donne environ combien? 278 $ le mois. Donc, si je prends une machine virtuelle, OK, il y a environ juste 8 processeurs virtuels et 32 gigas de RAM. Juste on se limite par là, je paye par mois au moins environ 278 $. Mais si je descends, là c'est moins que ça et ainsi de suite. Donc ça va dépendre de vous. Si vous allez par exemple dans les F-séries des machines spécialisées, là aussi, le prix augmente. Donc, d'où, avant de faire le choix, vous devez vraiment faire attention. Nous allons prendre juste une petite machine virtuelle de rien, environ 1,1 $ presque. Et je prends du SSH, Azure User. OK. Prenons le password. Quel password je vais mettre que je ne puisse pas oublier? Azure user arrobase 1, 2, 3. Et puis, hum, qu'est-ce qui me manque? Je préfère un password que je ne vais pas vraiment oublier. OK. 1, 2, 3. AZ-900. Azure. Oh.
Azure, arrobase. Aïe. Ah, ok. Je vais me rendre compte que hmm, je dois aller jusque. Je vais me rendre compte que, regardez ce que j'étais en train de faire, j'avais déjà même perdu de vue. Je pensais que j'avais pris du SSH, j'ai pris passwords. Je suis dans username. Copy Azure user. Et Azure, arrobase, arrobase. Non, j'ai déjà copié l'autre password. Je mets le password dans le chat pour que je ne puisse pas oublier. OK, donc, comme vous voyez, l'erreur, parce que j'avais déjà même perdu de vue. OK, j'ai créé une machine virtuelle. On peut prendre du HTTP aussi. Ça me facilite la tâche vu que je suis sur Ubuntu. Ici, j'ai créé déjà le NSG, le groupe police, que l'on verra à la longue un peu avec vous. Et puis, j'ai fait create. Je n'ajoute pas le tag, je n'ajoute pas les autres. Mais vous allez vous rendre compte qu'automatiquement, ici, regardez review. Je n'ai pas entré en profondeur pour spécifier l'adresse réseau. OK? Ni pour spécifier qu'il essaie d'abord de faire le calcul en fonction de ce que je suis en train de faire. OK, regardez ici. Disque, je n'ai rien donné. J'ai laissé 30. Mais vous pouvez augmenter. Vous pouvez changer le type. Vous pouvez ajouter un HDD. Vous pouvez ajouter la redondance. Networking. Vous pouvez créer un sous-réseau, le VNet. Vous pouvez spécifier. Donc, tout, même management, vous pouvez ajouter et monitoring, advanced, tag. Vous pouvez ajouter un tag pour le, le complet. OK? Pour les politiques, selon le politique des vos politiques internes d'une entreprise. Et moi, j'ai fait carrément review. Ben, puisque comme si je suis allé sur l'autre table, il doit encore regarder s'il y a des erreurs ou tout ça pour valider. Alors, ici, j'ai fait quoi? Create. Et ça prend juste un petit temps. Et automatiquement, ça répond à nos 5 caractéristiques du cloud computing. Rappelez-vous, on demande self-service. Je viens de me connecter. J'ai fait du on-demand. J'ai créé ma machine virtuelle sans intervention de Microsoft ou de Azure. On vous dit Rapid Elastics. Si je vais ajouter de l'espace, augmenter la taille de ma machine virtuelle, je l'ai fait sans le truc d'Azure. Donc, je peux prendre des ressources en bloc aussi et je peux même faire le monitoring de mes ressources. Tout, même le coût que je suis en train de payer. En attendant que la machine est en train de se créer, et une des choses que je vous ai expliqué la dernière fois, rappelez-vous que tel qu'on vient de créer cette ressource, elle a créé aussi plusieurs autres ressources. Et regardez dans quelle ressource groupe on a ça, DP Info. Donc, automatiquement, si je vais voir créer une autre ressource, je peux les mettre dans le DP Info. C'est complète. Donc, je peux aller aux ressources, go to resources. OK, donc ici, je vois déjà start en presque grisé. Cela veut dire que ma machine est fonctionnelle. Donc, je peux les stopper, je peux faire restart ou je peux les delete ou je peux faire connect. Et il me donne par défaut. C'est ça l'avantage. Pour un simple débutant, vous avez la possibilité, dès que vous créez une machine virtuelle, l'adresse publique, normalement, il fallait que je puisse spécifier de ne pas avoir ça.
mais j'ai besoin de cette adresse publique puisque si je vais me connecter via, si je vais me connecter en ligne, comme je suis ici, je vais me connecter via ma machine physique directement. Il me faudra une adresse physique. Donc, prenons, regardons. OK, oh, oh. Attendez, j'ai fait. OK, je vais me connecter à la machine. Yes. Aïe, je devais appuyer sur Entrée. OK. Et automatiquement, j'ai accès à ma machine virtuelle. Si vous regardez Azure, Cloud et si c'était du Windows, je devais déjà avoir accès à mon Windows sans problème. Donc, ici, j'ai toute la possibilité, tout ce que je vais faire. Je peux déployer une base de données ou je peux même faire un ping ou je peux faire un upgrade de ma machine. Je peux déployer une application. Là, automatiquement, j'ai accès à ma machine virtuelle qui est dans le cloud. Donc, si c'était une page web, normalement, de votre côté, vous verrez aussi cette page web. Donc, d'où pour clôturer cette partie, si je rentre dans ressources groupes, parce que vous allez faire cette pratique de votre côté. Vous voyez mes ressources groupes, donc DP Info et ainsi de suite. Normalement, pour le best practice, moi, à chaque fois que j'ai fini, pour ne pas me faire payer beaucoup d'argent, je me rassure que ma machine Ubuntu est là. Stop. Yes. En attendant qu'il est en train de se stopper, j'ai fait delete. Et regardez maintenant ce que j'allais vous montrer. Lorsque vous créez une machine virtuelle, vous ne créez pas la machine virtuelle vierge. La machine virtuelle vient avec l'espace disque. La machine virtuelle vient avec la partie réseau. La machine virtuelle vient avec l'adresse publique. Vous payez pour tout ça. OK? Donc, d'où je me rassure de tout sélectionner. Non, ici, voilà, c'est supprimé avec l'autre. Et je supprime le ressource. Ça m'évite de me faire payer. Donc, là, de votre côté, vous le verrez. Mais si, par exemple, je pars dans Cost Subscription, ah non, je viens de supprimer la partie, plutôt, je viens de supprimer les ressources en question. Donc, je n'ai plus d'autres ressources. Ils sont là en train, OK? Donc, jusque-là, on ne m'a pas encore spécifié que c'était supprimé. Je vois déjà mes ressources qui sont là. Pour quitter, je dois au moins me rassurer qu'on a tout supprimé pour que je puisse faire quoi? Quitter. Mais le temps qu'il est en train de se supprimer, j'arrive dans le cost management que vous puissiez voir et que l'on passe aussi au lab.
Alors, hum, regardez ici, à votre droite, vous avez un endroit où vous avez Invoice. C'est là où il y a vos factures. D'où ça répond à notre caractéristique du cloud qui était de nous spécifier ce que l'on a consommé. Donc ici, vous verrez, chez moi, ben, jusque-là, je n'ai pas utilisé ces comptes parce que pour le pratique, tout ça, j'ai utilisé le compte que je vous ai envoyé. Bon, j'utilisais, j'ai payé carrément des crédits parce qu'ils étaient mêlables. Ça m'évitait sur mon compte personnel d'avoir le machine que j'ai déjà eu à laisser ou voire même oublier. Alors, je ne sais pas, pour l'instant, est-ce qu'il y a-t-il des questions? Parce que j'allais terminer même le budget chez moi. Avant que l'on puisse passer à autre, vous montrer la connexion des machines. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Questions ou préoccupations? S'il vous plaît, je vous écoute. Donc, je peux passer. Il n'y a plus de questions. Il n'y a pas de questions. Alors, donc, dans ces cas, si vous avez accès déjà aux ressources, attendez, je fais juste ressources manager, management scope, qui est là, OK. Donc, je me rassure juste de supprimer, puisque par défaut, même après avoir supprimé euh, une machine virtuelle, je me rassure de supprimer le ressource groupe aussi. C'est plus important de les supprimer. Puisqu'en supprimant, ah, OK, un autre point plus important. En supprimant une ressource groupe, si vous supprimez une ressource groupe, même par mégarde, vous voyez par exemple, je suis en train de supprimer une ressource groupe ici, non? On me demande comment les supprimer. Si vous supprimez une ressource groupe, automatiquement, vous supprimez toutes les ressources à l'intérieur. Si vous avez 50 machines virtuelles ou 30 machines virtuelles, vous les supprimez aussi automatiquement. OK, donc là, il a supprimé. Là, il est en train de... Oh non, INSG. Alors, qui a du mal à accéder au lab? OK, vous n'avez pas du mal à accéder au lab, ça marche très bien de votre côté. S'il vous plaît, je vous attends. Est-ce que vous avez du mal à accéder au lab? Monsieur Denis, vous avez accès au lab? Oui, j'ai accès au lab. OK, bon, monsieur Alain, jusque-là, non. Monsieur Jeff, alors, donc, au moment où vous allez rester, si vous voulez faire vos propres labs, donc, accordez-moi juste que je puisse me connecter.
OK. Donc, si vous avez accès à ces labs jusqu'à ce niveau-là, vous avez plusieurs possibilités. Vous voyez la première possibilité. Microsoft nous a demandé de créer une ressource. Donc, pour créer cette ressource, vous allez carrément suivre tout ce qu'on vient de voir. Si vous cliquez ici sur Launch, vous lancez. Là, tout le monde sait comment se connecter. Et en cliquant sur Launch, vous avez accès à votre lab. Plus besoin d'aller chez Azure, vous créez un compte où vous mettez votre carte bancaire qu'on commence à bouffer l'argent. Non. Automatiquement, ce lab ici vous donne le crédit Azure. Donc, c'est comme lorsque vous lancez un lab. Chaque lab a une adresse mail et un compte par défaut que l'on vous donne. Et après 2 heures, ça change. Après 2 heures, ça change. Après 2 heures, ça change. Donc, d'où vous allez vous rendre compte que là, j'essaie de lancer ces labs pour que je puisse créer des ressources. Et la ressource que vous allez créer, vous le créez directement sur le portail Azure. Et ici, on vous donne une machine virtuelle. C'était dans le cas où, pour les gens qui travaillent sur des tablettes, ou même sur ma machine ici, j'ai des écrans. Rappelez-vous, comme je vous avais dit la dernière fois, si vous ramenez votre curseur au milieu ici, vous pouvez faire ça. OK? Donc, juste au milieu, vous pouvez faire ça. Ou vous pouvez cliquer sur au-dessus ici, ressources. Et ressources, si vous regardez bien en bas, on a Open in New Tab. Donc, ressources est là. Par défaut, on est ici. Ressources est là. Vous cliquez sur ressources, vous descendez en bas ici, on a Open in New Tab. Vous ouvrez dans une nouvelle fenêtre. Si vous avez des écrans, d'où le navigateur, ici, la machine virtuelle sera à gauche et à droite, vous aurez les instructions. Les instructions sont tellement plus faciles, c'est étape par étape. Et ici, pour lancer les instructions, c'est comme si vous ouvrez le navigateur qui est là. Vous voyez, dans la machine virtuelle, j'ouvre le navigateur. OK? C'est ce qu'on me demande ici. Instruction des labs. On me dit, OK, des taxes, vous pouvez aller au-dessus là-bas. Vous mettez en français. OK? Dans cette tâche, vous allez créer une machine virtuelle en utilisant le portail Azure. Connectez-vous au portail Azure. Donc, vous entrez dans la machine virtuelle ici. Voyez, j'ai cliqué sur Windows et sur le navigateur qui est là. Et comme c'est trop petit, je pars ici. Regardez à gauche, au-dessus là-bas. Là où il y a plein écran. Je peux mettre plein écran. Quand même, il va s'agrandir. Je lance Edge. Et sur Edge ici, c'est là où je tape maintenant Portal Azure.com. Donc, c'est qu'on faisait et on me demande l'adresse mail. Ne mettez pas votre adresse mail Outlook. Regardez juste ici. OK? Il est là. Donc, l'adresse mail, je mets. Vous cliquez juste ici. Vous cliquez. Et il va se taper à gauche par défaut. Vous faites Next. Et on vous demande entre les tabs. Vous cliquez aussi le deuxième, le tab qui est ici. Temporary Access Key. Vous cliquez. Et c'est connecté. Ben, vous pouvez faire save, tout, rien. Il n'y a pas de problème. C'est une machine virtuelle. Chaque 2 heures, on supprime. Et automatiquement, il me ramène vers quoi? Vers le même portail. Et tout ce que je vais faire ici, créer des machines virtuelles, tout ça, ça n'aura pas de répercussions sur mon environnement. Ça n'aura pas de répercussions dans mon compte. Ça n'aura surtout pas de répercussions sur mes crédits.
C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que mon compte, si j'ai fait une mauvaise manipulation, je perds le tout. Et si j'oublie une machine virtuelle, je perds, bon, on commence à me bouffer l'argent. Mais ici, c'est que si vous oubliez une machine virtuelle, après les minutes qu'ils ont mis ici en bas, mais ils suppriment ça par défaut déjà. C'est pourquoi, normalement, ce sont des labs qui sont payants. Mais il y a un problème. Normalement, vous pouvez travailler comme ça. Moi, je ne travaille pas comme ça, puisque je me rends compte que ça m'empêche trop de travailler. L'écran est petit, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, OK, ce que j'ai fait par défaut, j'arrive ici dans ressources, je descends en bas, regardez ici, ouvrir nouvelle fenêtre, non? Je clique là-bas. Il vient de se séparer. La fenêtre de la machine virtuelle est là. OK? Si vous avez deux quoi, vous pouvez les ramener comme ça. OK? Vous ramenez à gauche ou à droite et vos instructions restent ici. Mais le plus grand problème est que même si on sépare, ce n'est toujours pas joli. Hein? En fait, c'est limité. Donc, d'où moi, j'ai fait ceci. OK? Je sépare les deux, je ferme. J'ai ça. J'ai mes instructions qui sont là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ouvre un navigateur. Un navigateur, je l'ouvre une private et je tape portalazure.com. Et dès que je tape portalazure.com, au lieu ici de me connecter avec mes identifiants, je rentre ici. OK? J'ai fait ça, sélectionner, copier. J'entre ces informations-là. Next. On me demande le tab, j'entre encore et j'ai fait ça. OK. Non. Et ici, il va maintenant me donner même portail. Tout ce que je vais faire manipulation ici, je l'ai fait avec cette adresse mail, avec ces noms d'utilisateurs. Donc, après les 24 heures, on supprime. Si vous relancez le même lab, en relançant le même lab, vous allez vous rendre compte que ça sera les autres informations. Donc, et regardez maintenant là où c'est lancé. Si je regarde à droite ici, Azure, user quelque chose. Et là, c'est beau. Et au lieu de les travailler ici, je peux faire ma manipulation ici. Et mes instructions sont là. Donc, on me dit aller sur portail, tout ça. OK, c'est fait. Mettre les identifiants, c'est fait. Et ici, on vous dit sélectionner, créer une ressource de calcul, machine virtuelle et créer. Donc, si vous avez des écrans, vous séparez, vous rentrez, create virtual machine. Et une chose importante, hein, à un moment là, essayez de les faire. Moi, c'est un petit conseil pour nous tous. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, faites le même lab en français et en anglais. Parce que normalement, les instructions du lab sont en anglais par défaut. Ces instructions ici, ça se retrouve en anglais. Je les traduis avec les navigateurs. Si vous le traduisez avec les navigateurs, vous voyez, on nous dit ici, sélectionner, créer une ressource, calcul et machine virtuelle. Mais si vous allez chez Azure, vous n'allez voir nulle part Create. C'est pourquoi vous cliquez ici, l'icône qui est là. Paramètres, juste ici au-dessus, Setting, paramètres. Vous cliquez là-bas, là-bas. Et vous cliquez Language. Par défaut, c'est sur Directory. Vous cliquez Language là-bas.
vous arrivez ici, language, vous mettez français, appliquer, appliquer. Il va relancer. Et là, vous aurez votre portail en français. OK? Donc, je dis plus tard et je clique ici au-dessus, Microsoft Azure. Automatiquement, je suis là. Donc, d'où en français, on me dit quoi? Sélectionnez, créer une ressource et puis calcul et machine virtuelle. Créer une ressource, c'est là. Après avoir créé une ressource, on me dit que je dois sélectionner calcul. Calcul, si je ne sais pas où est-ce que j'essaie de trouver, normalement, on me dit calcul machine virtuelle. Si je sélectionne et puis vous allez voir machine virtuelle est là. Si vous ne savez pas, vous faites une recherche là-bas. Calcul, OK? Ou pour faire simple, moi je trouve ça facilement. Au lieu d'aller calcul comme ça, si je clique un exemple, créer une ressource et on me dit machine virtuelle. Ben, je cherche juste machine virtuelle. Ou machine virtuelle est là. Je peux les taper au-dessus là-bas, dans la barre de recherche principale. Au-dessus, je tape machine virtuelle, je clique Entrée. Et on va vous afficher machine virtuelle. Donc, ça vous donne la possibilité, et faites attention, service, c'est là où vous voyez les machines virtuelles. Mais bizarrement, moi, je vous recommanderais de les faire en anglais. Si c'est votre première fois, faites-les en français. OK? Vous faites en français parce que déjà en français, si vous cliquez, vous verrez mes favoris ou tout ça. Donc, vous les faites en français. Vous créez une machine virtuelle en français, première lab, vous maîtrisez la console, vous relancez la machine virtuelle, vous les faites en français encore. Vous relancez encore, vous les faites maintenant en anglais et en anglais. Ça vous donne la possibilité, parce que le portail, de temps en temps, si vous allez dans une entreprise, c'est que c'est en anglais, vous n'avez pas la possibilité de changer. Les autres entreprises, selon leur politique, ils ne laissent même pas cette possibilité, ils bloquent. Donc, vous êtes obligé de suivre aussi ce genre de politique. Donc, dès que j'ai fini de créer ma machine virtuelle, tout, donc, vous suivez les étapes, non? Vous créez une machine, vous créez, OK, c'est fait. Vous sélectionnez créer, vous faites ceci. Comme nous, on est en train de créer la machine virtuelle, on nous dit type d'abonnement. Vous sélectionnez l'abonnement, on vous dira. Groupe de ressources, vous donnez ma ressource. Nom de la machine, quel type de machine virtuelle, quel type de série. À chaque fois que vous finissez une étape, vous cochez. À chaque fois, vous cochez. Vous cochez, vous cochez, vous cochez, vous finissez. Vous arrivez à la fin. On vous dit nettoyer les bacs à sable automatiquement. OK? Vous pouvez nettoyer ou vous pouvez laisser. Dès que vous cliquez fin, Yes and my lab. Oui, j'ai fini. Yes and my lab. Et fermez la fenêtre. Et automatiquement, tout ce que vous allez créer ici, il ne va pas tenir compte de ça. Il y a des moments où il bloque même. Ah oui, monsieur Denis, je vous écoute. Je demandais, est-ce que je peux ouvrir l'onglet du portail Azure sur sans passer par le compte de lab? Je copie l'identifiant, le mot de passe qu'il y a sur le lab, là, je mets sur ma machine principale, ça va passer. Oui, oui, c'est ce que je viens de faire. Ok, parce que j'ai ouvert ça, je suis en dessus, mais par rapport quand je vais mettre N, la tâche finit seulement sur le lab et ça finit juste sur mon compte principal. Non, c'est là où je vous ai dit, il faut l'ouvrir en private, en privé. Vous devez d'abord lancer le lab en premier. Oui. Après avoir lancé le lab en premier, dès que vous finissez de lancer le lab en premier, et en deuxième, c'est là où vous irez prendre, vous voyez ces informations-là, non? Oui, 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 oui. Ok. OK? Et puis, dès que vous allez lancer, faites-les in private. Ok. Vous voyez comme moi, je l'ai fait in private ici au-dessus.
Voyez, c'était en privé, oui. Ok, ok, je vois dessus. Ok, un private. Mais je n'ai pas le même message que vous. Oui? Mais je n'ai pas le même message que vous sur mon navigateur, comme le vôtre. Je n'ai pas le même message que vous Non, dessus. vous pouvez partager, il n'y a pas de problème, parce qu'il est déjà 21 h juste, on a fini. Là, on passe aux questions-réponses, tout ça. Ok. Donnez-moi une minute un peu, je vérifie ça bien. S'il vous plaît, est-ce que les autres, vous avez des questions, préoccupations? S'il vous plaît, y a-t-il des questions ou des préoccupations? Non, ok. Ok, c'est bon, hein, monsieur Desgros, c'est bon, ça va, je me suis retrouvé. Ah, d'accord, c'est bon déjà. Mhm. Ok, on va continuer avec les différents TP pour essayer un peu de mieux s'outiller sur la plateforme. Oui, en fait, et aussi la partie la plus importante, s'il vous plaît, suivez d'abord les deux vidéos que j'avais déjà envoyées. C'est une bien, c'est deux, monsieur Desgros. Oui. C'est une, Alors, s'il seule vous vi- plaît. c'est une vidéo, bien, c'est deux vidéos. Moi, j'ai vu une seule vidéo sur la plateforme, sur Non, il y a des YouTube. anciennes vidéos aussi que j'avais envoyées. Oui, j'ai Les dit. six premières vidéos qui parlaient du concept du cloud, les services, les types de cloud dont ça vous Oui, parle. oui, Ok, oui. ok, ok. Alors, des questions, préoccupations? Sinon, nous, on sera obligé d'arrêter par ici. Donc, pour dire on va essayer d'avancer avec les différents TP, les différents labs, et on programme, et c'est quand c'est quoi la suite? Puisqu'on va faire, on va faire des labs sur la création des ressources, on va faire des labs sur la création d'une machine virtuelle, et la partie network access, ça se fait après ou bien le storage, ça se fait après ou bien on peut avancer au fur et à mesure avec vous. OK. Alors, normalement, c'est que moi, j'ai fait de mon mieux pour, parce que souvent, pour faire des vidéos, ça nous prend aussi beaucoup plus de temps. C'est qu'il faut se rassurer, être dans un environnement où il n'y a pas le bruit, tout ça. Et il y a les ressources LAN que j'avais demandé dans la vidéo, j'avais envoyé à tout le monde. Mais souvent, c'est très long et compliqué. Donc là, je suis en train d'essayer de voir comment faire. Si je peux commencer à envoyer, hein, juste pour nous faciliter la tâche, les différents types de juste des fichiers plus rapidement. Ceux qui veulent lire, ils peuvent lire ces fichiers-là rapidement pour gagner en temps. Si, par exemple, les autres, vous voulez attendre une vidéo, mais bon, vous pouvez l'attendre, mais ça va prendre un peu de temps. C'est ça. Mais pour l'instant, continuez à lire. Demain, normalement, on est censé avoir une séance. Mais vu que la vidéo aujourd'hui, elle était technique, je vais vous laisser demain. Mais je vais vous faire un document pour parler d'une ressource, parler d'une petite région. Ouais, je vous laisse ces petits documents. La semaine prochaine, on aura encore le cours. Parce que moi, j'essaie de prendre une pause. Donc, à partir du 13, je vais prendre ma pause dans mon boulot pour 3 semaines, c'est ça, non? Non, pour 2 semaines. Donc, ce qui est sûr, comme je vous avais promis, pendant ces 2 semaines, moi, je vais me rassurer de finir toutes mes vidéos, j'envoie à tout le monde. La personne qui finit toutes ces vidéos, et chaque semaine, on a nos labs. Vous finissez toutes les vidéos, vous finissez les labs, vous passez votre examen, c'est tout. Ok, ça marche. Moi, j'attends la suite. Alors, nous tous attendons la suite et on va continuer à suivre le cours aussi sur Microsoft Learning pour avancer aussi à être en phase avec vous. Oui, oui.